système solaire, la nôtre est réellement unique. Elle est le seul satellite dont la taille et la proximité garantissent la stabilité de sa planète mère, notre Terre. Mais notre Lune est en train de s'échapper de l'attraction terrestre à un rythme croissant. Un jour, elle sera trop éloignée pour maintenir l'équilibre de notre planète. Sans la présence de la Lune, la Terre basculerait sur son axe, entraînant des catastrophes à l'échelle planétaire. Des températures extrêmes feraient fondre la glace et vaporiseraient l'eau. Le niveau des océans pourrait s'élever de plusieurs dizaines de mètres. Et pendant des générations, le globe serait balayé par des ouragans et de gigantesques tempêtes de poussière. Sans la protection de la Lune, la vie, telle que nous la connaissons, disparaîtrait de la surface de la Terre. Si la Lune s'éloigne d'une quarantaine de milliers de kilomètres de la Terre, soit 10% de la distance qui la sépare de nous à l'heure actuelle, notre planète atteindra un point de non-retour. À ce stade, la rotation de la Terre deviendra chaotique, imprévisible, empêchant presque toute forme de vie de se développer. Les scientifiques savent que la Lune s'éloigne parce qu'ils suivent l'évolution de son orbite depuis plus de 40 ans. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 11 installent sur la Lune un premier appareil muni de rétroréflecteurs destiné à réfléchir les ondes lumineuses. À l'époque, la NASA est convaincue que dans un proche avenir, les scientifiques pourront mesurer la distance qui sépare la Terre de la Lune à l'aide d'un rayon laser. Leurs prévisions se sont avérées exactes. Voici l'instrument dont ils se servent aujourd'hui. Installé au Nouveau-Mexique, ce dispositif a été baptisé Apollo, l'acronyme de Apache Point Observatory Lunar Laser Ranging Operation. Grâce aux réflecteurs basés sur la Lune, cet outil permet de calculer la distance qui nous sépare de notre satellite avec une précision de l'ordre du millimètre. Mais le problème se corse lorsqu'il s'agit de mesurer à quelle vitesse et dans quelle proportion la Lune s'éloigne de la Terre. Voici comment le dispositif fonctionne. À partir d'une base elle-même en mouvement, le rayon laser commence par localiser une cible mouvante située à 400 000 km à travers les distorsions causées par l'atmosphère terrestre. Nous avons équipé le télescope d'un système laser. Le faisceau lumineux voyage jusqu'à la Lune où il atteint les rétroréflecteurs installés par les astronautes de la mission Apollo. Il s'agit de miroirs spéciaux qui renvoient directement la lumière vers sa source d'émission. Le faisceau est réfléchi vers notre télescope avant d'être acheminé vers notre détecteur. Nous pouvons mesurer le temps que met la lumière pour atteindre la Lune et revenir avec une extrême précision, ce qui nous permet d'évaluer la distance Terre-Lune au millimètre près. Le rayon laser a l'avantage de voyager sur de longues distances à très grande vitesse. Pour effectuer les 800 000 km du trajet aller-retour, la lumière met environ 2 secondes et 7 dixièmes. Mais le dispositif de l'observatoire d'Apache Point n'est pas sans danger. Voici notre système de contrôle d'enclenchement. Si l'une des conditions de sécurité n'est pas respectée, le système fermera automatiquement l'obturateur du rayon laser. La préoccupation majeure concerne les avions de ligne. Lorsqu'ils déploient le rayon, les scientifiques informent les contrôleurs aériens afin que le trafic soit interrompu. Le rayon ne provoquerait aucune lésion irréversible de l'œil, mais il risque d'affecter la visibilité nocturne d'un pilote, et c'est ce que nous essayons d'éviter. Cette nuit, la Lune est plutôt sombre dans sa phase ascendante. À l'aide d'un système de guidage par caméra, Russett Macmillan oriente le laser vers un repère visible sur la Lune. La distance qui sépare ce point des réflecteurs lunaires étant déjà connue, elle peut localiser leur emplacement exact malgré l'obscurité totale. Le cratère Pierce, que l'on voit à l'écran, se situe ici, en haut à droite de la face visible de la Lune. À partir de ce point, nous nous dirigerons vers le réflecteur d'Apollo 15 sur la face cachée.
À l'œil nu, le ciel nocturne paraît clair et dégagé, mais la haute atmosphère brouille les instruments. Pour l'instant, les conditions sont mauvaises. L'atmosphère disperse le faisceau et il s'élargit, devient flou et perd de son intensité lorsqu'il chemine vers la Lune, mais aussi lors du trajet retour vers notre détecteur sur Terre. Le laser est donc soumis 2 fois au comportement erratique de l'atmosphère. Une fois la cible verrouillée, il faut aller vite. Croisons les doigts. C'est parti! Le laser lunaire d'Apache Point atteint la Lune en moins de 2 secondes. Depuis la Lune, vous verriez un point lumineux minuscule, une lumière verte très pure. Afin d'être réfléchie vers la Terre, cette lumière verte est saturée de photons. Le laser est si puissant qu'un photon sur un quadrillion est réfléchi et nous revient pour être détecté par l'appareil. Compte tenu de la quantité de quadrillions que nous émettons, nous en détectons un nombre plutôt satisfaisant. Cela revient à lancer une poignée de sable vers un trampoline situé à 400 000 km, en espérant que quelques grains parviendront à rebondir puis revenir au point de départ. Plus on lance de grains, plus on a de chances d'en récupérer. Le signal sortant a été repéré par nos détecteurs internes. Nous aimerions que le signal entrant apparaisse à son tour. Et le voici, une belle pointe qui semble parfaite. Les nombreuses mesures effectuées ces dernières décennies ont montré que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm par an. Un ordre de grandeur qui peut sembler ridicule, mais au fil du temps, la distance augmente. Il nous arrive d'oublier à quel point notre propre présence sur Terre est étroitement liée à l'existence de la Lune. Le fonctionnement de la planète dépend essentiellement de l'attraction gravitationnelle qu'exerce notre satellite. En proportion, la Lune est le satellite du système solaire dont la taille se rapproche le plus de celle de sa planète mère. Sa taille est essentielle. Sa masse, quant à elle, contribue à stabiliser la Terre. La force de gravité régit l'attraction entre les corps célestes. C'est elle qui cimente le couple Terre-Lune. Dans l'espace, les astres se comportent comme des billes roulant les unes vers les autres sur une toile. La force de la gravité dépend de la taille et de la distance qui sépare les objets. Plus ils sont proches et massifs, plus l'attraction est importante. Ainsi, compte tenu de sa taille et de sa proximité, notre satellite permet-il à notre planète de se maintenir sur son axe. Cette inclinaison stable de 23,45 degrés est essentielle. La Terre effectue une rotation sur son axe toutes les 24 heures. Grâce à l'inclinaison de l'axe de la Terre, la lumière solaire se répand largement à travers la surface du globe. Notre planète n'enregistre donc que de faibles variations de température, un phénomène dont nous savons aujourd'hui qu'il est propice à l'émergence de la vie. La constance de notre système climatique résulte de la stabilité de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Cette stabilité est essentielle pour que la vie puisse perdurer, évoluer et se développer dans les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Tandis que la Terre orbite autour du Soleil, la stabilité de son axe assure la continuité des saisons. Lorsque le pôle Nord est incliné vers le Soleil, l'hémisphère Nord connaît un été tempéré. Durant le même intervalle, l'hiver sévit dans l'hémisphère Sud. A l'inverse, lorsque le pôle Sud est incliné vers le Soleil, l'hémisphère Nord subit l'hiver, tandis que l'été s'installe au Sud. C'est grâce à l'action stabilisatrice de la Lune que sur Terre, le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si la Lune ne garantissait pas la stabilité de l'inclinaison de l'axe terrestre, au fil de l'année, le Soleil se lèverait et se coucherait à différentes heures et en différents points du globe. Sans la force de gravité de la Lune, la Terre n'aurait jamais connu le cycle régulier des saisons. La faune et la flore ne se seraient jamais développées. Sans la Lune, les fleurs ne pourraient pas éclore et la pollinisation par les abeilles au printemps n'aurait pas lieu. Les oies sauvages ne migreraient plus vers le sud pour passer l'hiver, ni vers le nord pour se reproduire en été. En automne, les graines ne chuteraient plus des arbres pour germer dans les sols.
Mais en dépit de la présence stabilisatrice de la Lune, l'axe de la Terre oscille périodiquement d'1,5 degré. Cette variation, appelée nutation, est liée aux forces de gravité exercées par le passage d'autres planètes plus massives. L'éloignement progressif de la Lune va accentuer l'oscillation de l'axe de la Terre, ce qui risque d'avoir des conséquences dramatiques pour l'humanité. Il y a environ 100 000 ans, une faible variation de l'axe terrestre a modifié l'angle d'exposition du globe aux rayons solaires. Le désert du Sahara a remplacé les forêts luxuriantes de l'Afrique septentrionale, poussant vraisemblablement les premiers hominidés à quitter le continent pour migrer vers le nord. En Europe et en Amérique du Nord, cette variation de l'axe de la Terre a déclenché une période glaciaire qui a duré plusieurs milliers d'années. Imaginez l'intensité de ces changements climatiques comme l'apparition des périodes glaciaires sans la présence protectrice de la Lune. La Terre deviendrait méconnaissable, le climat serait imprévisible, entraînant de très fortes variations de la température. La Lune a donc un impact crucial sur notre planète. Sa gravité affecte même les marées. Tom Murphy est astronome. Voici une vue aérienne du pôle Nord où l'on distingue le continent nord-américain. Ces particules bleues représentent les marées quotidiennes des océans. La Lune est située sur la droite de l'écran. Les particules forment un bourrelet du côté de la Lune et aux antipodes. Si vous vous trouvez en Amérique du Nord, vous observerez d'abord une marée basse, puis une marée haute, puis de nouveau une marée basse, 12 heures après la première, puis une marée haute. Le cycle des marées se produit 2 fois par jour, une fois pour chaque bourrelet. Le bourrelet qui enfle en direction de la Lune est la conséquence directe de la force de gravité de notre satellite, qui s'exerce sur la surface des océans lors de la rotation de la Terre. Le bourrelet qui se forme à l'opposé de la Lune, de l'autre côté du globe, est constitué de la masse d'eau à la traîne. Étant donné sa situation éloignée, elle est soumise à une attraction plus faible. C'est la raison pour laquelle elle forme un bourrelet lors de la rotation de la Terre, qui représente la seconde marée haute. Mais il n'y a pas que les océans qui subissent l'influence gravitationnelle de la Lune. Les continents y sont également soumis. La croûte terrestre se soulève également sous l'influence de la gravité de la Lune et forme un bourrelet. L'amplitude n'excède pas une trentaine de centimètres entre les marées. Mais les continents entiers subissent cette variation que l'on peut détecter à l'aide d'instruments très sensibles. Les marées sont plus importantes lors d'une éclipse, lorsque les effets gravitationnels du Soleil et de la Lune se combinent. Mais au fur et à mesure que la Lune s'éloigne de la Terre, les éclipses vont disparaître. Sans la force de gravité de la Lune, le bourrelet de 4 mètres formé à l'équateur par les océans se dissipera pour se déplacer vers les pôles. À New York, la redistribution de la masse océanique entraînera probablement une élévation du niveau de la mer. Au Brésil, Rio de Janeiro sera exposé au même phénomène. Face à l'ampleur des inondations, les 2 villes deviendront inhabitables, entraînant l'exode de millions de personnes, ou pire encore. Ces scénarios catastrophes ne sont pas de la science-fiction, car la Lune s'éloigne réellement de la Terre. Et lorsque sa force de gravité n'assurera plus la stabilité de notre planète, notre sort sera scellé. Grâce à la précision millimétrique des mesures effectuées au rayon laser, nous savons que la Lune s'éloigne un peu plus de la Terre tous les ans.
Lorsque notre satellite aura dévié d'une quarantaine de milliers de kilomètres supplémentaires, la vie telle que nous la connaissons aura cessé d'exister. Afin de comprendre le destin probable de la Lune, il faut savoir d'où elle vient et comment elle s'est formée en premier lieu. Le couple Terre-Lune n'a pas toujours existé. Leurs formations réciproques ont été chaotiques. La Lune est issue d'un cataclysme qui s'est produit il y a 4,5 milliards d'années. Mais en ce temps-là, la future Terre n'est qu'une protoplanète constituée d'agrégats de matière, et notamment de roches en fusion. Elle va entrer en collision avec un corps céleste gigantesque de la taille de Mars. Les deux objets se percutent selon un angle idéal de 45 degrés. Une collision frontale les aurait sans doute pulvérisés. Un coup plus oblique aurait éjecté moins de débris, la matière première de notre Lune actuelle. Quoi qu'il en soit, la collision entre ces deux protoplanètes était vraisemblablement inévitable. Ces deux planètes décrivaient quasiment la même orbite autour du Soleil. Dans une telle configuration, une collision devait nécessairement se produire à un moment ou à un autre. L'objet aux dimensions de Mars percute la Terre primitive et la matière rocheuse est éjectée sous forme de nuages de poussière et de débris. Et ces éléments sont projetés suffisamment loin pour tourner en orbite autour de la Terre. Tandis que d'énormes quantités de matières rocheuses sont expulsées dans l'espace, les métaux les plus lourds, comme le fer, sombrent au cœur de la Terre. Les métaux ont fusionné pour former le noyau terrestre. Voici un morceau de fer qui est tombé du ciel. C'est un échantillon qui date de la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Il s'agit d'une météorite de fer qui, à l'origine, formait le noyau d'une plus petite planète aujourd'hui disparue. Mais toute la matière rocheuse n'est pas retombée sur la Terre. Toute cette matière s'est mise à tournoyer, à s'entrechoquer et par moments à s'agglutiner par grappes. C'est un phénomène que l'on appelle accrétion. La roche, les poussières et la glace se sont accumulées et ont fini par donner la Lune. La Lune est donc issue de la Terre primitive. La naissance n'a duré qu'un petit mois. Mais si la Lune est l'enfant de la Terre, elle est également son protecteur. Les fragments de fer et de métaux lourds nés de la collision et qui n'ont pas été assimilés par la Lune ont fusionné avec le fer déjà présent dans le noyau terrestre, accroissant sensiblement ses dimensions. Le noyau métallique de la Terre génère un puissant champ magnétique qui s'étend sur des milliers de kilomètres à travers l'espace. Ce champ protecteur garantit la pérennité de notre atmosphère. Sans lui, l'eau et l'atmosphère de notre planète seraient désintégrées par les rayons cosmiques du Soleil. Ainsi, sans la Lune, la Terre serait privée d'air et d'eau. Si cette planète ne disposait pas d'une Lune, nous ne serions certainement pas là pour en parler. Il est très probable que la vie n'existerait pas sur la Terre si nous étions privés de satellites. La Terre ressemblerait un peu à Mars, un astre mort. La planète rouge est dépourvue d'une atmosphère dense et de la présence d'eau en surface. Pourtant, il semblerait que cela n'ait pas toujours été le cas. Mais son champ magnétique s'est rapidement dissipé et l'eau s'est évaporée ou solidifiée. Les scientifiques ignorent toujours pourquoi, mais une chose est certaine. Mars n'a jamais disposé d'une lune massive susceptible de la stabiliser afin que la planète puisse exprimer tout son potentiel.
On peut aisément envisager qu'une vie microbienne ait pu se développer sur la Terre si la Lune n'avait pas existé. Il est tout à fait possible que la vie se soit établie sur Mars ou sur Vénus à leur origine, mais ne soit jamais réellement parvenue à s'imposer. Mais sur la Terre, il est également intéressant de constater que la vie s'est emparée de l'environnement de la planète et de ce fait s'est préservée un oasis de vivant. Alors il est possible qu'en l'absence de Lune, la vie se serait établie sans jamais s'affirmer à cause d'un manque d'environnement. La Terre aurait pu connaître la même évolution que Vénus, où la température à la surface avoisine les 500 degrés et où la vie n'existe pas. Notre Lune nous protège également contre les météorites et les astéroïdes. Le diamètre de certains de ces cratères visibles à la surface dépasse 1500 km. Ils sont autant de cicatrices résultant de collisions avec des fragments de roches pouvant atteindre 270 km de long. Sans la Lune, il est fort probable que certains de ces objets viennent heurter la Terre. Et lorsque cela se produit, les conséquences peuvent être désastreuses pour la vie. La météorite de 11 km de diamètre qui s'est abattue sur notre planète, entraînant l'extinction des dinosaures, a dégagé une puissance 3 milliards de fois supérieure à celle des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Dans un premier temps, l'impact vaporise la croûte terrestre et projette la roche dans l'espace. Puis c'est une pluie de débris en fusion qui s'abat sur le globe. Les retombées déclenchent de vastes incendies qui ravagent les continents, instaurant une réaction en chaîne qui génère davantage de chaleur et favorise la propagation des incendies. Durant l'heure qui suit l'impact, la température de l'atmosphère terrestre grimpe jusqu'à 260 degrés. De quoi frire les dinosaures. Six mois durant, la fumée et les cendres empêchent les rayons solaires d'atteindre la surface du globe. Au bout du compte, les effets combinés de l'astéroïde auront tué près de 75% de l'ensemble des espèces sur Terre. Aujourd'hui, la population humaine de la planète avoisine 6,7 milliards d'individus et continue de croître. Si un astéroïde de moins d'1 kilomètre de diamètre, soit 15% de la taille de celui qui a décimé les dinosaures, percute la Terre, il risque de faire plus d'1 milliard de victimes selon son point d'impact. S'il vient à s'écraser en plein océan, l'impact déclenchera un raz de marée qui engloutira des millions de personnes. Alors, sans le bouclier protecteur dû à la gravité de la Lune, sommes-nous promis à une fin aussi destructrice qu'imprévisible ? La réponse pourrait bien être enfouie dans le passé de la Terre. La gravité de la Lune stabilise l'inclinaison de l'axe de la Terre depuis 4,5 milliards d'années. Sans elle, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Mais de récentes mesures d'une précision millimétrique nous indiquent que la Lune s'éloigne de notre planète. Pour comprendre ce que cela risque d'entraîner pour l'avenir de la Terre, il faut chercher des indices dans son passé. Nous sommes à Big Cottonwood Canyon, aux abords d'une route que de nombreux vacanciers empruntent chaque année pour aller skier. Ce que peu d'entre eux réalisent, c'est que la roche alentour, qui a près d'1 milliard d'années, raconte une merveilleuse histoire sur le passé des marées, de la Terre et de la Lune. Ces roches sont très lisses et à première vue, elles n'ont rien de particulier, même pour la géologue que je suis. Mais un jour, quelqu'un m'a apporté un pavé provenant de l'ancien cours d'eau de Big Cottonwood. Marjorie Chan réalise immédiatement que ces roches sont extrêmement rares sur Terre. En nous rendant sur place pour examiner certains de ces gisements, nous avons réalisé qu'ils nous racontaient une histoire très importante. Avant de former les montagnes de l'Utah, ces roches ont eu une première vie sur les plages océaniques. Elles sont constituées de boue et de sable primitifs. Au fil du temps, elles se sont solidifiées en emprisonnant les vestiges sédimentaires du rythme des marées.
Les rythmes de marée inscrits dans cette roche sont parmi les plus anciens que nous connaissons. La mer venait se jeter le long du littoral en charriant le sable et la boue. La roche a piégé des particules de ce sable et de cette boue qui apparaissent dans les stries. Le dessin que ces lignes forment sur la roche nous renseigne sur le comportement des marées il y a près d'1 milliard d'années. La scientifique examine la configuration des stries, dont la couleur et la densité varient. Les lignes plus claires nous renseignent sur l'époque des grandes marées, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil étaient alignés. Dans cette configuration, les astres exerçaient une très forte attraction gravitationnelle et les marées charriaient davantage de sable. Les marées les plus fortes surviennent à l'équinoxe, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont dans le même plan. La gravité cumulée des masses agit alors simultanément sur la surface des océans. 2 fois par mois, les marées connaissent une intensité maximum. C'est ce que l'on appelle les marées de vive eau, qui laissent des stries claires et épaisses dans la roche. Lorsque le Soleil est perpendiculaire à la Lune, les forces se contrarient. On parle alors de marées de Morteau. Les stries formées par ces faibles marées sont constituées de fines particules de limon, plus sombres. Pour Marjorie Chan, cette alternance de strates correspond au cerne de croissance d'un arbre. Les stries façonnées par un environnement ancestral sont des archives du temps. Et ces archives nous apprennent qu'à cette époque, le temps s'égrenait à un rythme effréné. En observant la fréquence de rythme sur la roche, on peut en déduire que la Terre tournait plus vite sur elle-même, ce qui implique que les journées étaient plus courtes et qu'il y avait davantage de jours dans une année. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre tourne 4 fois plus vite qu'aujourd'hui. Les journées durent à peine 6 heures et l'axe de la planète est presque vertical, proche de 10 degrés. Mais au fil des 4 milliards d'années qui vont suivre, la Lune va modifier la donne. À l'origine, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Son influence gravitationnelle sur les marées était donc bien plus importante qu'aujourd'hui. L'intensité des marées se modifie donc au fil du temps en fonction de la proximité de la Lune. Lorsque la Lune se forme, elle gravite à 32 000 km de la Terre, soit 12 fois plus près qu'aujourd'hui. Les océans du globe apparaissent peu de temps après. Compte tenu de sa proximité, la Lune déclenche des amplitudes de marée 4 fois supérieures à celles d'aujourd'hui. L'eau s'étend à travers les rares étendues volcaniques du globe et la friction des marées commence à freiner la rotation de la Terre. Au fil du temps, l'effet de la friction de marée liée au va-et-vient des océans à travers la surface du globe contribue à ralentir la rotation de la Terre. Au cours des 3 milliards d'années qui suivent, les continents se forment et le phénomène de friction de marée ralentit la rotation du globe. À ce stade, les journées durent 18 heures. 500 millions d'années plus tard, la rotation de la Terre s'effectue en 22 heures. Ce rythme ralentit d'une fraction de seconde par siècle. Aujourd'hui, le cycle est de 24 heures. D'ici 1 milliard d'années, l'influence de la gravité de la Lune sur les marées pourrait ralentir la rotation du globe et engendrer des journées de 30 heures. Mais la Terre et la Lune sont soumises à leurs attractions gravitationnelles réciproques. Parce que notre planète est plus massive que son satellite, sa force de gravité est plus importante. Au fil du temps, la Terre a ralenti la rotation axiale de la Lune, dont le cycle est actuellement de 28 jours. La Lune présente toujours la même face à la Terre, parce que la rotation des deux astres est synchronisée. Sous l'effet des forces de gravitation, la Lune est contrainte en quelque sorte de toujours présenter la même face à la Terre. Le système gravitationnel qui lie la planète à notre satellite est si puissant que le couple fonctionne comme un binôme. Mais la gravité de la Terre exerce également une influence plus profonde sur la Lune. Lors de la rotation de notre planète, les frictions exercées par le fond des océans entraînent légèrement le bourrelet des marées vers l'est, hors de l'axe Terre-Lune. La masse de ce bourrelet d'eau est si importante que sa gravité augmente l'excentricité de l'orbite de la Lune qui s'éloigne progressivement de la Terre. Si vous faites tournoyer une pierre au bout d'une corde, plus vous allez vite, plus la pierre ira loin. Le principe est le même en ce qui concerne la Lune. Plus elle tourne vite, plus elle s'éloigne de la Terre. En se basant sur les archives géologiques du dernier milliard d'années de la période précambrienne, on remarque que la Lune s'éloigne à une vitesse croissante. Au Précambrien, la Lune s'éloignait de la Terre au rythme de 2 cm par an. Mais aujourd'hui, grâce aux mesures effectuées au laser, on observe que ce chiffre est passé à 3,5 cm par an.
On peut donc affirmer que la Lune s'éloigne de la Terre à une vitesse croissante. Les frictions dues à la masse d'eau sont plus importantes depuis 2,5 milliards d'années à cause de la disposition des continents. À l'époque de la Pangée, lorsqu'il n'y avait qu'un seul continent, les bourrelets de marée avaient une plus grande latitude de mouvement, car la planète était essentiellement un vaste océan. En s'éloignant progressivement de la Terre, la Lune va allonger la durée de nos journées et à terme rompre le cycle des saisons pour détruire la vie sous la forme que nous lui connaissons. Afin de mieux comprendre ce que nous réserve l'avenir lorsque nous ne bénéficierons plus de la présence stabilisatrice de la Lune, il suffit d'observer notre proche voisine, la planète Mars. Depuis 4,5 milliards d'années, notre Lune exerce une force protectrice vis-à-vis de la Terre, sa planète mère. La Lune a stabilisé l'axe de notre planète. Elle est à l'origine des saisons et des marées des océans. Mais à présent, notre satellite s'éloigne à une vitesse croissante. À terme, sa fuite va ébranler des lois fondamentales qui régissent la vie sur notre planète. Afin de mieux comprendre ce qui risque de se produire, il nous faut chercher des indices à plus de 55 millions de kilomètres dans l'espace, sur Mars. Pour les scientifiques, Mars est comme une planète sœur. Dans un grand nombre de domaines, certaines caractéristiques de Mars nous font penser à la Terre. La Terre et la planète rouge ont de nombreux points communs. Leur formation remonte sensiblement à la même période et s'est effectuée à partir de matières rocheuses similaires. La couleur de Mars est due à la présence d'hématite, un oxyde de fer très répandu sur la Terre. Comme sa voisine, la planète rouge dispose également de calottes polaires. En 2004, l'exploration du sol martien par les rovers Spirit et Opportunity enrichit nos connaissances sur la planète rouge. À proximité de son site d'atterrissage, le robot Opportunity découvre des indices qui vont avoir d'énormes implications. Si les scientifiques n'ont pas décelé l'existence d'eau sur Mars, ils ont cependant trouvé ce qui s'apparente fortement à des lits de rivières, ainsi qu'à des concrétions trahissant la présence ancienne d'eau liquide. Ces petites perles sont constituées de minéraux qui se sont agglutinés entre eux. Sur la Terre, les concrétions se forment lorsque l'eau s'infiltre à travers les sédiments pour en dissoudre les minéraux, lesquels se solidifient sous forme de perles. Une équipe de scientifiques se consacre à la recherche de concrétions sur le sol terrestre afin de découvrir ce qu'elles peuvent nous apprendre sur le passé de Mars et donc sur notre possible destinée. Johnny, voici le site où l'on distingue des couches de sédiments. J'aimerais qu'on s'en approche parce que c'est là que nous devrions trouver des concrétions. Ces couches proviennent de différentes époques de l'histoire de la Terre. Et nous avons découvert qu'il s'agit de concrétions semblables à celles qui ont été trouvées sur Mars. L'équipe teste un rover télécommandé conçu pour une future mission sur Mars. Voici le type d'échantillon que l'on cherche. Si tu peux t'en approcher. Tu veux que j'avance? Oui. Par ici. Ah tiens, là ça pourrait être un bon site. Je vais aller prélever des échantillons. Autrefois, cette vaste étendue du désert de l'Utah était recouverte par un océan. Si les concrétions de Mars sont formées de la même manière, cela suppose que la planète rouge disposait également d'une large étendue d'eau. Si tel était le cas, la vie sur Mars devait être possible. Alors, la Terre risque-t-elle un jour d'être dépourvue d'eau liquide ? Voici à quoi pourrait ressembler l'avenir de notre planète si l'eau venait à disparaître sous sa forme liquide. Un vaste rocher aride et sans vie. Ne subsisterait que quelques traces d'eau gelée sous la surface du globe, comme c'est le cas sur Mars. Par comparaison avec Mars, la Terre est une planète très dynamique, ce qui a également pu être le cas de la planète rouge au cours de son passé. Alors que s'est-il produit? L'avenir nous réserve peut-être un destin similaire. L'inclinaison de l'axe de rotation de Mars est de 25 degrés, soit 1,5 degré de plus que celle de la Terre.
La planète rouge connaît également des périodes d'oscillation de son axe. Mais ces phases sont nettement plus prononcées que celles qui agitent la Terre. Il y a une centaine de milliers d'années, une oscillation inférieure à 2 degrés de l'axe de rotation de la Terre a entraîné une période glaciaire. L'axe de rotation de Mars peut osciller de 60 degrés, ce qui a pour effet d'engendrer un climat rude et de rendre la planète inhabitable. Ces conditions sont la conséquence de la faible masse des lunes martiennes, incapables de stabiliser la planète rouge. Les lunes de Mars ne sont pas constituées de la même matière que leur planète mère. Ce sont des objets célestes qui ont été capturés par la gravité de Mars au fil du temps. Leur influence gravitationnelle est donc bien plus faible que celle que notre Lune exerce sur la Terre. Le système Terre-Lune est stable parce qu'il est verrouillé dans sa rotation. La Lune a un effet stabilisateur. Une sphère en rotation est libre de tourner dans n'importe quelle direction. C'est ce qui arrive aux planètes comme Mars, qui ne disposent pas d'une Lune susceptible de les stabiliser, et où l'oscillation de l'axe de rotation est nettement plus chaotique. La gravité de notre Lune agit à la manière d'une attelle qui empêche la Terre de basculer sur son axe. Afin d'illustrer la manière dont elle agit, l'astronome Jack Wisdom utilise un simple gyroscope. Cet instrument ressemble à une toupie, montée dans une armature, dont l'axe de rotation est libre de prendre toutes les directions. Lorsqu'il tourne sur lui-même, le gyroscope se comporte comme une planète en rotation. Voici une précession normale. Si l'on tient le gyroscope au bout d'un fil, sans influencer le balancement, il se comporte comme la Terre. Le Soleil et la Lune ne sont pas les seuls corps à exercer une influence gravitationnelle sur la Terre. Jupiter, la planète géante, joue également un rôle important. Mais notre Lune réduit considérablement ses effets. Mars, en revanche, n'a pas cette chance. Sans la présence stabilisatrice d'une Lune massive, la planète rouge est exposée aux influences de Jupiter et des autres grandes planètes du système solaire. Je vais influencer la rotation. À l'aide de la ficelle, Jack Wisdom simule les forces qui agissent sur l'inclinaison de l'angle de rotation de Mars. Si l'on influence le gyroscope à l'aide de la ficelle, l'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison, va subir d'importantes variations, comme c'est le cas pour Mars. L'axe de rotation actuel de Mars est donc temporaire. Son inclinaison varie au cours d'un cycle de plusieurs millions d'années. Lors de ces fluctuations, le pôle nord de la planète oscille en direction du Soleil, puis revient sur son axe. L'obliquité de Mars est donc chaotique. L'axe de rotation de la planète variant régulièrement de 0 à 60 degrés. Il bascule littéralement d'un côté au cours de cycles à l'échelle géologique, c'est-à-dire avec une fréquence importante. Si la Terre était privée de Lune, la planète ressemblerait-elle davantage à Mars? Sans le bouclier protecteur déployé par la gravité de la Lune, la Terre devient vulnérable aux autres forces plus puissantes de l'univers. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, prend progressivement le relais. Entre la géante gazeuse et la Terre, il n'y a que Mars. Mais parce que Jupiter est 11 fois plus grande et 300 fois plus massif que la Terre, sa force de gravité nous submerge. Et lorsque le cortège des planètes externes est parfaitement aligné, leur gravité combinée exerce une force d'attraction sur l'axe de la Terre qui s'intensifie au fil des millénaires. Si l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre changeait, les rayons du Soleil viendraient nous heurter sous un autre angle, ce qui aurait un effet dévastateur sur le climat de la planète. Ce changement significatif de l'inclinaison de la Terre entraînera la fonte des calottes polaires. Les bourrelets océaniques formés par la masse d'eau s'éloigneront de l'équateur. Mais à la différence de Mars, la Terre devrait conserver une grande partie de son eau liquide grâce à son champ magnétique. Le niveau des océans de la planète risque alors de s'élever de plusieurs dizaines de mètres, faisant des ravages aux 4 coins du globe. Au fur et à mesure que la Lune s'éloigne de nous, la Terre risque de nous apparaître sous un nouveau visage. Voici peut-être le paysage que nous réserve l'avenir.
Sans l'influence protectrice de la Lune, la Terre est livrée à l'attraction gravitationnelle des grandes planètes comme Jupiter. Son obliquité stable, qui présente un angle de 23,45 degrés avec la verticale, n'est plus qu'un lointain souvenir. L'inclinaison de la Terre commence alors à vaciller dangereusement, entraînant inexorablement la submersion des lignes côtières. Et au fil du temps, la situation ne fait qu'empirer. Voici l'avenir que nous prédit l'astronome Jacques Lascar. Sans la présence de la Lune, l'axe de rotation de la Terre devrait osciller de manière tout à fait imprévisible. Selon le modèle du professeur Lascar, établi sur une période d'1,5 milliard d'années, lorsque la Lune n'exerce plus son influence stabilisatrice, l'obliquité de la Terre devient complètement chaotique. Et puisqu'elle est chaotique, les scientifiques ne peuvent pas prédire l'intensité de ces variations. Jack Wisdom de l'université du MIT a conçu un gadget destiné à nous démontrer à quel point le chaos est imprévisible, même dans le cadre d'un système basique. Ce modèle n'a ni moteur, ni aimant. Il s'agit d'un système double composé de 2 balanciers. C'est une démonstration élémentaire du comportement chaotique. Voici comment le système fonctionne. Tandis que le balancier d'une horloge décrit un arc régulier et prévisible, la superposition de 2 balanciers engendre une imprévision totale. Pour les scientifiques, l'avenir de la Terre est aussi imprévisible que les mouvements de ce balancier. Son comportement diffère à chaque essai. Si je laisse tomber le balancier, j'obtiens ce mouvement rotatif accéléré. Le comportement chaotique est un comportement si instable que le moindre changement des conditions initiales rend impossible toute prévision du mouvement suivant. Bien qu'il soit impossible de prévoir ce que deviendra la Terre lorsque la Lune sera trop éloignée, une chose est sûre, l'avenir sera chaotique. Si la Lune se trouvait à 440 000 km de la Terre, c'est-à-dire à peine 10% plus loin que la distance qui la sépare de nous à l'heure actuelle, le comportement chaotique de notre planète éradiquerait presque toute forme de vie de la surface du globe. D'ici 1,5 milliard d'années, l'attraction gravitationnelle de Jupiter prendra le relais de celle de la Lune. Le scénario extrême prévoit que l'axe de rotation de la Terre présentera une obliquité de 90 degrés. Dans ce cas de figure, l'un des 2 pôles sera directement exposé au Soleil. Les 2 calottes polaires fondront et se reformeront tous les 6 mois. Les pôles sont directement dans l'axe du Soleil. La température y est donc plus élevée qu'ailleurs. L'équateur, quant à lui, est dans une situation exactement inverse. La moitié du globe sera sous la glace et l'autre ne sera qu'un désert aride. Si la Lune disparaît, la masse des océans quittera l'équateur. La Floride pourrait alors être exposée à une sécheresse accrue qui sonnerait le glas de son agriculture. Les rayons solaires pourraient transformer Paris en un désert. La ville sera alors enfouie sous des tonnes de sable et de poussière. En Amérique du Nord, de violentes tempêtes tropicales décimeront les villes de la côte Est, faisant des millions de victimes. Dans l'hémisphère sud, au Brésil, Rio de Janeiro sera plongé dans l'obscurité 6 mois par an. Privée de la lumière solaire, la région pourrait subir un hiver comme la planète n'en a jamais connu. La flore disparaîtra, entraînant l'extinction massive des espèces animales.
l'écosystème sur lequel repose la vie sera vraisemblablement anéanti. Mais au bout de 6 mois, tandis que la Terre poursuivra son orbite, le climat s'inversera de nouveau. L'Amérique du Nord sera engloutie par un gigantesque glacier qui se retirera 6 mois plus tard. Mais ce n'est pas là le dernier chapitre de l'histoire du couple Terre-Lune. L'apocalypse aura un visage différent. Bien avant que la Lune ne quitte son orbite autour de la Terre, notre étoile se chargera de sceller notre sort. D'ici 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène et commencera à se dilater. À la fin de sa vie, le Soleil va enfler dans de telles proportions qu'il engloutira les planètes et la Terre. En se dilatant, le Soleil pulvérise la Lune. Les fragments de roches lunaires se mettent à tourner en orbite autour de la Terre, comme à l'époque de la formation de notre satellite. La plupart des débris retombent à la surface du globe, sous la forme d'une pluie de météorites qui rappelle l'époque de la Terre primitive. Mais le coup de grâce survient lorsque le Soleil, poursuivant sa dilatation, finit par engloutir la planète entière. Le couple Terre-Lune aura cessé d'exister. La naissance et la mort de notre système solaire coïncideront avec le cycle de vie de notre étoile. Le Soleil nous emportera tous avec lui. Mais pendant près des 2 tiers de l'existence du Soleil, notre Lune aura contribué à protéger la Terre et à la stabiliser. Comme une sentinelle veillant aux portes du cosmos, elle aura su garantir la continuité de la vie sous la forme que nous lui connaissons. Du moins, jusqu'à ce jour.